Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre émission Afrique Environnement Plus. Pour ce nouveau numéro, nous parlerons entre autres de l'appel du président de la République, Denis Sassou Nguesso, sur l'institution d'une décennie de la forestation. Eh bien, mesdames et messieurs, le développement de notre magazine, c'est dans quelques secondes. Une fois de plus, bonjour. Le président de la République Denis Sassou Nguesso invite le corps diplomatique accrédité au Congo à porter le plaidoyer sur l'institution d'une décennie mondiale de l'afforestation auprès des dirigeants de leurs pays respectifs. Ce en vue d'atténuer les effets du dérèglement climatique. Denis Sassou Nguesso a lancé cet appel le 5 janvier dernier à l'occasion de la cérémonie d'échange des vœux du Nouvel An avec le corps diplomatique accrédité au Congo. Commentaire. Le message du chef de l'État suscite des réactions. Membres des ONG et journalistes se sont exprimés au micro d'Afrique Environnement Plus. Suivez. Alors, lors de son passage à la tribune de la COP27, son Excellence le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, a initié un programme de la décennie mondiale pour la forestation, et en tant qu'acteur de la société civile œuvrant dans le domaine de l'environnement et le développement durable, nous pensons que cette initiative est salvatrice et louable. Je serais ici très optimiste de dire qu'une décennie de la forestation implique tout simplement la préservation des écosystèmes, mais aussi la lutte contre la désertification qui, d'après le rapport du GIEC, est en train de prendre de l'ampleur. Et donc une afforestation est un véritable blocus de la désertification et en même temps un réservoir important de carbone. Aujourd'hui, il n'est plus à démontrer le leadership écologique du président de la République. Il faut noter qu'il est le président de la commission climat pour le bassin du Congo. Et en même temps, la République du Congo est un très bon élève dans le cadre de la préservation de l'environnement et de la lutte contre les impacts du changement climatique. Tenez-vous bien compte, madame, que la République du Congo a instauré la journée nationale de l'arbre depuis 1984, notamment le 6 mars avant, et puis nous sommes passés au 6 novembre à cause tout simplement de l'influence pluviométrique. Il faut noter de ce côté-là que le Congo a la chance d'avoir à la tête un président écolo-visionnaire qui a su placer en premier abord l'ambition et la perception climatique. Et donc, revoir que le président intègre bien ce discours dans ce que j'appelle des morceaux choisis de communication, c'est pour dire tout simplement que le président est un écolo-visionnaire et qui sait comment véhiculer ce message de la responsabilité climatique et environnementale. Alors, quitte, j'ose croire, à la classe politique, aux leaders et visionnaires de la société civile, que dis-je, aux acteurs et aux leaders d'opinion, de prendre cette question à bras le corps, éventuellement d'en faire véritablement large diffusion. Le président de la République, c'est un visionnaire. Par le passé, il avait décrété une journée nationale de l'arbre. Alors aujourd'hui, nous nous alignons dans cette logique parce qu'il faut vous rappeler que cette décennie sur la forestation, le président de la République l'a évoqué du haut de la tribune de la COP27, qu'il avait d'abord posé cette action de planting d'arbres à Oyo. Et nous ici, au niveau de Brazzaville, nous avons planté aux côtés du gouvernement, sinon de Madame la ministre de l'économie forestière, le président de la République était là, le président du Sénat. Nous avons planté et nous avons des images parce que nous adhérons dans cette logique où si on ne plante pas, en tout cas, nous aurons à vivre des situations plus difficiles que nous vivons maintenant.
Voilà pourquoi la décennie de la forestation, ça veut dire que nous, il n'y a pas que moi, comme activiste ou acteur de la société civile. Vous aussi comme journaliste, il y a le paysan qui est au village, il y a les entreprises qui polluent, qui doivent planter. Et nous, maintenant que nous parlons là, nous avons un certain nombre de plants que nous allons planter. Et maintenant, nous sommes même en train de voir, d'établir un protocole de collaboration, un partenariat avec l'Église catholique pour justement sauver. Vous voyez, dernièrement, comme vous voyez, vous êtes journaliste. Vous avez vu ce qui se passe maintenant sur le mont Cardinal Emile Biayenda. L'érosion détruit et menace cela. Il faut planter. Je loue vraiment cet appel du chef de l'État parce que c'est un visionnaire et tel qu'il a dit, dernièrement, il a relayé ce message, il a demandé au corps diplomatique de relayer le message, de faire ce plaidoyer auprès de ses homologues chefs d'État dans le monde entier. C'est une belle initiative que nous allons rentrer dans cette logique. Tous les écologistes du monde se réunissent pour faire les plaidoyers et puis tirer les conclusions nécessaires afin que nous puissions les adapter. Je ne suis pas trop optimiste pour les conclusions de la COP. Non seulement nous, les pays de l'Afrique, on pollue moins, mais ce sont nous qui subissons plus les pertes et dommages. Et quand nous partons dans les COP, nous sommes beaucoup plus négligés et tout ce que nous apportons là-bas comme plaidoyer ne sont pas pris en compte. Quand le président de la République lance cette décennie mondiale de la forestation, je crois que c'est l'une, en fait c'est aussi une solution pour lutter efficacement contre le changement climatique. Vous le savez, il fait chaud, la couche d'ozone est en train de subir à cause des gaz à effet de serre. Mais pour essayer un peu de pouvoir protéger cette couche d'ozone, il va falloir qu'on puisse planter. Il va falloir qu'on puisse restaurer des forêts. Parce que avec la restauration des forêts, grâce à la restauration des forêts, nous pouvions au niveau de l'atmosphère avoir une concentration importante de l'oxygène. C'est l'oxygène qui, en fait, protège en quelque sorte la couche d'ozone. Donc si le président lance cette initiative qui concerne le monde entier, je crois que c'est une bonne chose parce qu'il faut d'ailleurs le souligner. Le Congo fait partie des pays du bassin du Congo et au niveau du bassin du Congo, voyez-vous, on pollue peu. Mais la plupart des pays, les vrais pays, les pays pollueurs, ce sont des pays développés. Mais quand même, on pouvait se dire, bon, on croise les bras parce que, en fait, nous ne sommes pas responsables du changement climatique. Mais au-delà de tout, le président, comme c'est un grand humaniste, et quelqu'un qui pense à l'avenir de la planète, il a toujours eu des initiatives pour que, justement, on puisse sauver la planète. Nous sommes derrière le président de la République, nous soutenons ses actions et à travers la décennie de la forestation qu'il venait de lancer, en tout cas nous allons pouvoir entreprendre des activités dans ce sens-là pour justement soutenir cet appel, soutenir sa vision. Voilà. Les échanges autour de la 15e conférence des Nations Unies sur la biodiversité ont abouti le 19 décembre dernier à l'adoption d'un cadre stratégique mondial. Ce cadre vise notamment la protection de la terre et de l'écosystème. Commentaire. La biodiversité ou diversité biologique est au centre de la vie de l'homme. Elle joue un rôle primordial dans la vie des humains, dans la régulation du climat et contribue efficacement dans la lutte contre les changements climatiques en protégeant notamment les littoraux des érosions et en atténuant l'intensité des crues et inondations. Cependant, ces tissus vivants de notre planète ne fait que se dégrader. Tenez, près d'1 million d'espèces animales et végétales qui vivent sur notre planète sont menacées d'extinction.
75% des milieux terrestres et 40% des écosystèmes marins sont fortement dégradés. Cette dégradation de la biodiversité est due aux conséquences des activités humaines, des activités qui exercent de pressions majeures occasionnant ainsi de nombreux dégâts comme la pollution de l'eau, des sols et de l'air ou encore l'introduction d'espèces exotiques envahissantes. Ce sont ces problématiques qui ont constitué le socle de la 15e conférence des Nations Unies sur la diversité biologique COP15 qui s'est tenue du 7 au 19 décembre à Montréal au Canada. Véritable moment de partage d'expériences et de connaissances, cette conférence a permis aux participants de s'enrichir intellectuellement et de réfléchir encore plus sur le problème lié à la biodiversité. Après plusieurs échanges, discussions et débats houleux, les 196 parties de la Convention de l'ONU sur la diversité biologique ont pu s'entendre sur l'adoption d'un accord pour s'attaquer au gigantesque problème des érosions de la biodiversité. C'était le 19 décembre 2022 au Palais des Congrès de Montréal au Canada. Cet accord prévoit la protection de 30% de la planète et restauration de près de 30% de l'écosystème, ce qui permettra à cette convention de réduire une partie des risques liés aux pesticides. Cet accord traduit aussi l'engagement des dirigeants du monde à protéger la biodiversité qui tend à disparaître si l'on en prend garde. Un engagement qui consiste à prendre en urgence afin de pouvoir arrêter et d'inverser la perte de la biodiversité d'ici 2030 car la biodiversité est les tissus vivants de notre planète et offre de biens irremplaçables et des services indispensables dans la vie des humains, au nombre desquels figurent la production de l'oxygène que nous respirons, l'eau que nous buvons et la nourriture que nous consommons. Des médicaments et de nombreuses matières premières telles que le bois et les fibres viennent également de la nature. Cette COP15 sur la biodiversité qui s'est tenue quelques semaines après la COP27 sur le changement climatique a donc permis aux dirigeants du monde d'adopter un cadre stratégique mondial en vue de restaurer et protéger la biodiversité. Ces 196 parties ont adopté un nouveau plan stratégique devant guider l'action internationale jusqu'en 2030, le cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal. Cet accord historique de la biodiversité semble être imprécis et non contraignant. Sur cette question, les avis des acteurs environnementaux sont partagés. Nous avons besoin que les gouvernements élaborent des plans d'action nationaux ambitieux qui protègent et préservent les dons de la nature et mettent notre planète sur la voie de la guérison. Nous avons besoin que les entreprises et investisseurs donnent la priorité à la protection dans leurs plans d'affaires et qu'ils investissent dans des méthodes de production et d'extraction durable à chaque maillon de leur chaîne d'approvisionnement. Et nous avons besoin d'une accélération spectaculaire de l'action en faveur du climat. 1 million d'espèces en risque de disparition, 70% des animaux sauvages déjà disparus depuis 1970. Il faut comprendre que nous ne faisons qu'un avec le vivant et que le détruire, c'est aussi se détruire nous-mêmes. Dès lors, il est effectivement impératif que nous ratifions enfin un accord sur la biodiversité. Mais je veux attirer l'attention sur 2 points. D'abord, on n'a jamais protégé la nature en bafouant les droits humains. L'histoire européenne est jalonnée de pillages et d'asservissement des peuples qui ont parfois pris hypocritement comme prétexte la protection de la nature. Cela ne doit plus jamais se reproduire. Cette conférence Montréal, rappelons-le, a été la deuxième partie de la COP15 car la première s'est déroulée en 2021 à Kunming en Chine. Cette conférence de Kunming avait abouti à un ensemble de plus de 17 objectifs devant alors guider les négociations au cours de la deuxième et dernière partie de cette COP15. Comme la Convention des Nations Unies sur le climat, celle de la biodiversité a adopté lors du sommet de la Terre à Rio en 1992 la Convention sur la diversité biologique après 4 ans de négociations. L'article 2 de cette convention
dispose que les États reconnaissent que la diversité biologique constitue un patrimoine qui doit être conservé pour les générations présentes et futures, que les bénéfices doivent être disponibles pour tous et que le coût des conservations doivent être équitablement partagés entre tous. 3 objectifs découlent de cette Convention de la biodiversité, à savoir la conservation de la biodiversité, l'utilisation durable de ces éléments, le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques. Présenter le projet Cordon Vert du bassin du Congo et de la Grande Muraille Verte du Mali, tel est le but d'un side event organisé au stand du bassin du Congo lors de la COP27. C'était à Sharm el-Sheikh en Égypte. Plus de précisions dans ce reportage. Le stand du bassin du Congo à la 27e conférence de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a permis à l'ONG Veille d'Afrique, à l'Association Jeunes Volontaires du Mali et à la responsable de communication du projet Cordon Vert du bassin du Congo et de la Grande Muraille Verte du Mali d'organiser un side event. Celui-ci a eu pour objectif la présentation du projet Cordon Vert du bassin du Congo et de la Grande Muraille Verte du Mali, un projet qui vise, entre autres, à fédérer les acquis des programmes verts dans l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, unir l'Afrique dans le cadre de la riposte face à la désertification en faisant notamment un mariage de connaissances sur les questions de reboisement et de transition énergétique, deux techniques qui consistent respectivement à créer des zones boisées ou des forêts qui ont été supprimées par coupe rase ou détruites par différentes causes dans le passé et à transformer un système énergétique pour diminuer son impact environnemental. Le projet Cordon Vert du bassin du Congo et de la Grande Muraille Verte du Mali promeut également l'agriculture climato-intelligente. Celle-ci renvoie à des pratiques éprouvées et innovantes qui permettent d'accroître la productivité agricole tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en renforçant la résilience au changement climatique. Hormis ces objectifs, ce side event a permis aux participants de s'informer sur plusieurs sujets en lien avec le projet Cordon Vert du bassin du Congo et de la Grande Muraille Verte du Mali. La directrice exécutive de l'association Jeunes Volontaires du Mali, Oumou Modibo Keita Diallo, sur le bien fondé de cet atelier. On peut dire que ce site event c'est déjà une des activités qu'on vient de faire, qui est dans le cadre de la sensibilisation, qui est dans le cadre de l'information. Maintenant, si la question était dirigée pour savoir ce que JVE Mali est en train de faire au niveau pays concernant les objectifs de la Grande Muraille Verte, on peut dire qu'on est là-dessus. Cependant, pour le moment, nous sommes en train d'évoluer concernant la protection de la réserve de biosphère de la boucle du Baoulé. Nous avons mené des activités de reboisement, nous avons mené des activités de sensibilisation et de renforcement de capacité. Voilà, donc ce projet serait vraiment un appui, on peut dire, concernant nos efforts qu'on est en train déjà de consentir dans nos deux pays distincts. On sait que l'ONG Veille d'Afrique est assez active au Congo, notamment dans la lutte contre les effets néfastes du dérèglement climatique, concernant la protection du bassin du Congo. Et au Mali, JVE Mali aussi est assez actif dans la lutte contre la désertification, dans les activités de protection, promotion et sauvegarde de l'environnement et du développement durable en général. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on a eu à penser pourquoi pas essayer de s'unir, ensemble pour essayer de porter un projet qui pourrait être bénéfique non seulement pour nos pays distincts mais aussi pour l'Afrique. Donc le projet Cordon Vert, comme son nom l'indique, sera un trait d'union entre la Grande Muraille Verte et le bassin du Congo. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la réduction des émissions résultant de la déforestation et de la dégradation des forêts. Huguin Kayamikala est le président de l'ONG Éveil d'Afrique.
Vous conviendrez avec moi que l'Afrique est le continent qui pollue le moins, mais malheureusement, l'Afrique est ce continent qui subit le plus les affres et les aléas du changement climatique. Il est donc important pour nous, organisations de la société civile de l'Afrique, donc des pays du Sahel et des pays du bassin du Congo, de mutualiser nos efforts afin de développer un plaidoyer conjoint, mais surtout de réfléchir sur les initiatives de développement dans le cadre de l'agriculture climato-intelligente, dans le cadre de la gestion et l'aménagement des forêts durables, mais surtout dans une transition énergétique qui serait ici un apport conséquent à la fourniture d'une électricité qui serait durable, qui serait renouvelable et qui serait moins pollueuse sur le plan environnemental. Mesdames et messieurs, il est donc impérieux de noter que l'Afrique est le continent qui pollue le moins, pratiquement 3,5% d'émissions de gaz à effet de serre, mais l'Afrique est ce continent qui subit le plus les affres du changement climatique. Et donc il est impérieux pour nous, les organisations de la société civile de l'Afrique centrale et celles du Sahel, de conjointement mettre en place un cadre de concertation et de coopération qui serait une base d'une collaboration dans le cadre de la lutte contre les impacts du changement climatique. Mesdames et messieurs, l'Afrique a besoin d'une vision et nous portons cette vision, car la vision de l'Afrique, c'est le développement de demain. La responsable de la commission genre climat des Veilles d'Afrique, Reine Passy, revient sur l'objectif de ce side event. Nous avons dû énumérer les différents points, les différents projets, les différentes méthodes que nous pouvons appliquer justement pour la bonne réalisation de ce projet. Et parmi ces méthodes, parmi ces différents projets, nous l'avons fait d'une manière cartographiée. Nous sommes en train de réfléchir encore, étant donné que c'est un travail, c'est un grand projet. Nous sommes encore en train de réfléchir pour voir justement ce que nous pouvons apporter encore de plus pour la bonne réalisation de ce projet. Nous sommes en train d'élargir nos connaissances justement avec d'autres partenaires qui vont sûrement s'ajouter. Et il faudrait noter que le projet Cordon Vert a été instauré au Mali lors de notre dernier voyage à Bamako. On a discuté avec le directeur de la Grande Muraille Verte, mais aujourd'hui le voir dans un milieu un peu plus restreint et ici à la COP, ça veut dire simplement que ce projet est en bonne voie. La promotion de ce projet demande plusieurs stratégies. La responsable de communication de ce projet, Karine Ibumbo, nous parle des stratégies de communication. Comme dit souvent la ministre, se donne le nom des financements. Parce que la communication, c'est un domaine qui coûte cher. Donc sans la communication, ce projet ne pourra voir jour et ne pourra être connu. Donc pour que ce projet Cordon Vert de la Grande Muraille Verte jusqu'au bassin du Congo, pour qu'elle soit connue, nous devons beaucoup communiquer. Donc c'est pour cela, mon message serait que vous nous souteniez pour que notre plan de communication et la stratégie de communication qui sera concordée puisse trouver des financements afin que nous diffusons des informations. Nous aurons aussi à former, toujours dans la communication, à former les jeunes et les enfants, puisque notre chef d'État a appelé même ses pairs et les associations membres de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à la forestation et au boisement. Donc il faut planter pour lutter contre les changements climatiques. Donc nous aussi, dans notre projet, le projet de l'association de Mme Keïta et l'association de M. Nguyen Kaya, nous allons procéder aussi aux formations des enfants, au planting d'arbres et à la sensibilisation. Donc c'est mon petit message. Nous avons déjà une stratégie de communication que nous avons élaborée et un plan de communication. Il nous reste que les financements pour que ce projet puisse vraiment être connu. Le fait que nous parlons de ça déjà dans cette 27e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques est une bonne chose. Et pour que nous parlions de ça ici, il a fallu aussi débourser des sous pour venir en parler. Et donc si nous avons encore plus d'argent, nous allons continuer à communiquer dans tous les pays qui constituent ce cordon vert jusqu'au bassin du Congo, et ce serait bien pour notre projet. Ma motivation vient du constat que en fait nous avons un problème de mentalité, nous avons un problème de mindset sur les questions de l'environnement, sur les questions de changement climatique. Beaucoup de personnes ne comprennent pas
pourquoi on doit s'impliquer dans les actions contre le réchauffement climatique. Et beaucoup de personnes attribuent les changements climatiques à une question de religion, à une question de divinité. Alors l'idée et la proposition que je me suis faite, c'est d'aller sur un document, un livre qui va permettre aux enfants de comprendre c'est quoi les changements climatiques, c'est quoi en fait, c'est quoi l'avantage de comprendre les enjeux qui sont liés au changement climatique et pourquoi on doit devenir éco-responsable, éco-citoyen et pourquoi on doit s'impliquer davantage sur ces questions-là et quel est le poids de cela pour notre avenir et puis voilà. Donc l'ouvrage il va être publié dans le premier trimestre de l'année prochaine. Le message phare, c'est l'éducation. L'éducation au changement climatique. Tout est question d'éducation. Je pense que tout commence par l'éducation. Donc comprendre les enjeux qui sont liés au changement climatique commence aussi par l'éducation. Il faut travailler la mentalité, il faut travailler la conscience et puis voilà. Le message essentiel, c'est celui de la responsabilité de tout le monde d'agir enfin. Après avoir beaucoup dit, il faut agir au niveau local, au niveau global. C'est une question de manque de volonté politique, mais il faut qu'on agisse partout où nous sommes avec ce qu'on a. Le projet Cordon Vert du bassin du Congo et de la Grande Muraille Verte du Mali est un programme ambitieux qui s'inscrit dans le cadre de renforcement de capacités, d'expérience et de connaissances entre les ONG des pays du bassin du Congo et des pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont concernés par la Grande Muraille Verte. Signalons que les membres de l'ONG Veille d'Afrique et JVE Mali ont organisé plusieurs activités à Sharm el-Sheikh en Égypte, ce dans le but de promouvoir ce vaste projet. Au Togo, une organisation non gouvernementale aide les femmes d'une localité à pratiquer l'agriculture, ce en trouvant des solutions idoines aux problèmes d'eau rencontrés dans cette zone. C'est un reportage de nos confrères togolais. L'un des effets majeurs des changements climatiques qui rend la vie difficile aux populations de la région de la Kara, au nord du Togo, est la perturbation pluviométrique. Avoir accès à l'eau dans ces conditions, que ce soit pour des besoins domestiques ou agricoles, activité la plus pratiquée dans ce milieu à majorité rurale, devient difficile. Nous manquons cruellement d'eau dans le milieu, ce qui fait que nous venons puiser cette eau que les bœufs aussi viennent boire. Mais comme il n'y a pas d'autre alternative, nous sommes obligés de la partager avec eux. En réalité, dans la zone, nous n'avons que deux saisons. Une qui est la saison des pluies et l'autre qui est la saison sèche. La saison sèche est plus longue que la saison des pluies, ce qui crée des difficultés. Or, en milieu rural, l'agriculture est la principale source de revenus de ces populations. Nous observons la sécheresse et il y a l'augmentation de la chaleur. Grâce au projet intitulé « Accompagnement des femmes rurales pour un développement socio-économique et environnemental durable dans le canton de Tchitchaou », l'Organisation pour la promotion de l'agroécologie solidaire, OPAS, arrive à transformer la vie des membres du groupement Kpendouedéou, des femmes vulnérables face aux effets du changement climatique. Dans sa ferme agroécologique, un château d'eau est construit pour la culture contre saison et des productions maraîchères. C'est une pratique qui met la relation entre l'énergie, l'eau, l'agriculture. Ce qui veut dire l'énergie solaire. Et du coup, nous avons obtenu de l'eau à base des plaques solaires et qui nous facilite l'arrosage des cultures durant la saison sèche. On a fait le gombo, on a fait boma, on a fait l'haricot, on a fait chou, on a fait carottes, on a fait les laitues aussi et il y a le piment aussi dedans. Donc il y a presque tout dans notre jardin. Pour réussir cette activité de maraîchage, le volet restauration écologique des terres est aussi développé. Ainsi,
Les femmes sont formées sur les bonnes pratiques agroécologiques et notamment la fabrication du compost et le système de paillage bénéfique à l'agriculture. On a vraiment eu des évolutions, surtout au niveau de nos foyers. En tant que femme, là, si tu rentres à la maison, il n'y a rien à manger, tu as la main au menton avec tes enfants. Mais quand on vient ici, en rentrant, là, j'ai les feuilles de goma plus le gombo pour la sauce. Maintenant, l'argent que j'ai gagné, là, je vais payer au moins petit poisson pour la sauce. Soit je vais aller payer le maïs pour la farine. Et c'est souriant en famille. Grâce aussi au système d'irrigation par bande perforée, des cultures aromatiques dont le gingembre, le citronnelle, la menthe et l'eucalyptus sont cultivées. Ces cultures-là, ce sont des cultures qui sont faites, qui sont rares dans la communauté, mais que ces femmes arrivent à faire grâce à l'accessibilité de l'eau et qui est sur le site. Et maintenant, nous les avons accompagnés également avec un dispositif d'extracteur. Et cela leur permet de pouvoir produire des huiles essentielles, qui est une seconde activité génératrice de revenus pour ces femmes ajoutées à l'agriculture qu'elles ont l'habitude de faire. Et en plus de cela, l'élevage aussi, qui part de l'agriculture, part d'élevage. Et du coup, tout ça là rentre dans l'amélioration des conditions de vie économique de ces femmes. Sont bénéficiaires indirects de ces actions les enfants de ces femmes, mais aussi leurs maris. Le peu d'argent qu'on remet nos femmes, elles arrivent à la maison et s'il n'y avait pas de quoi vivre, elles prennent ça pour acheter au moins le maïs pour moudre et faire la pâte aux enfants. Tant qu'elles ont profité, les légumes dans les jardins, ça fait que nous les hommes, ça nous réduit un peu les charges. Pour l'ONG OPAS, il faut désormais arriver à dupliquer cette initiative financée par l'ambassade de France au Togo à travers les projets innovants des sociétés civiles et coalitions d'acteurs PISCA 2021 dans d'autres milieux durement frappés par les conséquences néfastes du changement climatique. Ainsi s'achève ce nouveau numéro d'Afrique Environnement Plus. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à la très prochaine occasion.